La SACOM n'est pas un leurre, c'est une réalité. Ceux qui n'ont pas cru à ce projet et son existence ont désormais une clarté au tableau. Dans une adresse aux populations locales en langue ipounou, le vice-président de la République a développé l'importance de la SACOM. Dès son lancement, a eu pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes au regard du grand nombre recruté dans la première phase, plus de 130 au total. À Moabi, ces jeunes deviennent des fonctionnaires. Ensemble, nous devions soutenir cette société agricole. Pour cette première phase, 60 hectares de forêt et de savane ont été aménagés, avec une masse salariale de 23 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, nous clôturons ce premier mois avec le paiement des premiers salaires des 130 salariés que nous avons pu employer depuis quasiment le début du projet. Et les 4 sites en exploitation aujourd'hui ont permis d'aménager plus de 50 hectares de forêt et de savane qui permettront, n'est-ce pas, de cultiver aussi bien la banane et du manioc, qui sont des cultures vivrières dans notre région. C'est une masse salariale globale de 23 millions cette fin du mois que nous payons pour ces 130 salariés. Pour ce premier salaire, de nombreux jeunes n'ont pas manqué de faire des éloges au président de la République. SACOM, Société agricole communautaire, une réalité. Moabi était déjà incliné, mais grâce à la SACOM dans Moabi, on va dire la ville de Moabi commence à se redresser. Et pour rendre la SACOM plus performante, des engins financés par le président de la République sont attendus dans les tout prochains jours. À Mangali, c'est le préfet de la Basse-Bagno qui a reçu le vice-président de la République, accompagné de cette ambiance d'accueil des femmes regroupées en association. Première escale, le site devant abriter la caravane touristique. L'accueil est tout autre, marqué par la présence du ministre du Tourisme, qui a d'ailleurs présenté en quelques secondes ce site qui sera le centre de la célébration du coup de la libération. Voir les baleines. À cette période-là, les baleines, c'est jusqu'à Douai. Et puis, en face, on a une réserve marine qui va nous attirer tous les pêcheurs du monde. Et on veut justement commencer avec ce camping, voir comment ça va prendre. Déjà avec les Gabonais, j'espère qu'ils n'auront pas peur de voir les baleines. Vous allez voir les baleines, on va mettre à disposition des bateaux pour ça. Voilà. C'est ce qui va faire l'attraction. Le vice-président de la République a poursuivi sa série de visites des chantiers au site de construction des 3 salles de classe au lycée de Mayumba et des logements des enseignants, en passant par les chantiers de construction du centre de formation, du centre commercial et du marché municipal où il s'est adressé aux femmes commerçantes. Elle est dans des conditions difficiles en face. Donc il faut que vous soyez parmi les premiers à venir réserver vos places ici. Sinon d'autres vont prendre, quand vous allez arriver, ça va clôturer. Mais nous souhaiterions, quand on va arriver ici pour l'inaugurer, qu'il y ait le maximum de Gabonais qui occupent les différentes places. Accompagné des membres du gouvernement et des cadres du département de la Basse-Bagno, le vice-président de la République a mis fin à cette série de visites au site abritant les travaux de la centrale à gaz promue pour améliorer la qualité de service en électricité. Une visite qui promet des lendemains meilleurs avec d'autres projets annoncés par le président de la République. C'est une rencontre qui a pour objectif de mettre en place tout le dispositif visant à faire de la célébration du coup de la libération une réussite totale. Face aux chefs des quartiers et cadres de la Basse-Bagno, le vice-président de la République en bon pédagogue est revenu sur les fortes annonces des projets de développement du président de la République. C'est la Nyanga qu'il a choisi, alors que nous sommes plusieurs provinces. Mais il a dit que c'est la Nyanga qui va être la première sous la 5e République à accueillir la journée de la libération à l'intérieur du pays. Et comme vous le savez depuis, le président de la République lui-même, plus que l'hôtel Olingema, était venu ici dans la Nyanga et est arrivé aussi à Mayumba. Et que vous savez qu'il a dit, qu'il avait annoncé, qu'il a pris l'engagement qu'il va libérer la Nyanga en même temps qu'il libère tout le Gabon. Et qu'il va libérer tous les projets de développement de la Nyanga pour que ça participe au développement du pays et au développement de la province. Et avec des projets qu'il lui-même annoncé et pour lesquels chaque jour, vous le suivez même dans les voyages à l'international, est en train de négocier avec tous nos partenaires pour que ces projets-là puissent tous se faire. Cette rencontre, présidée par Séraphin Mundunga, est un signal fort qui interpelle les filles et fils de la localité à l'unité pour une Nyanga prospère.
C'est à l'intérieur de ce bâtiment que se déroule l'atelier de formation sur l'appropriation du projet Régie sociale unique et la digitalisation des services de protection sociale non contributive par les points focaux. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles des points focaux, les parties prenantes et les acteurs impliqués dans la digitalisation des services de protection sociale non contributive. Nous avons la différence entre la protection sociale contributive et la protection sociale non contributive. Ensuite, il y a eu des échanges très fructueux et des questions très pertinentes qui ont amené les participants à s'approprier. Parce que le but de ce séminaire est de permettre à tous les participants de s'approprier de ce projet. À la fin de ce séminaire, une documentation sera laissée au point focal qui sera désigné par Monsieur le gouverneur. Cet atelier de formation, dont les travaux ont été ouverts par le directeur général adjoint du bien-être, permettra donc de mettre en place un registre unique qui aura pour but d'ouvrir les échanges entre le ministère des Affaires sociales et les parties prenantes, notamment la CNAMGES et la CNSS, visant à restructurer les aides sociales. En pays sérère, chaque année avant les pluies, nombreux sont ceux qui répondent à l'appel des tambours du Roy, une cérémonie de divination ancestrale et multiséculaire. Si nous en venons à renier nos traditions, nous serons à la merci des djinns, ce qui explique en partie toutes les catastrophes qui s'abattent sur nous. Nous devons revenir à nos traditions. Comme l'a dit l'ancien président Léopold Sédar Senghor, enrichissement et ouverture. Nous devons nous enraciner avant de nous ouvrir au monde. Les saltigués sont des devins, et c'est à la faveur de la nuit qu'ils révèlent leur pouvoir. Certains disent être nés ainsi, certains disent avoir reçu le don de leurs parents, d'autres encore l'auraient obtenu après des années de quête auprès des anciens. J'étais en troisième quand les esprits se sont emparés de moi et cela a ruiné mes études. Au début, ça m'a causé des problèmes car ils m'ont fait perdre la raison. Quand ils apparaissent pour la première fois, si vous n'êtes pas habitué, ça peut vous rendre fou. Mais avec le temps, vous finissez par vous y faire et puis vous retrouvez la raison. Et enfin, vous avez gagné le pouvoir de prédire l'avenir. Dans le cercle de divination, les saltigués confrontent leur pouvoir, partageant tour à tour leur vision sur l'abondance des pluies, la qualité des récoltes, mais aussi la politique. Lors de la dernière élection présidentielle, j'ai déclaré ici que le futur président ne serait ni Macky Sall, ni Ousmane Sonko. Tout le monde s'est moqué de moi car les gens pensaient qu'il s'agissait d'une compétition entre Macky Sall et Sonko, mais je leur ai dit que ni Macky Sall, ni Sonko ne seraient présidents. Un saltigué prédit cette année des tensions entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. S'ils ne font pas les sacrifices nécessaires, annonce-t-il, chacun risque d'aller de son côté. Car pour toute prédiction funeste dans la spiritualité sérère, il existe un sacrifice capable d'éviter que le malheur survienne. Le choléra a touché plusieurs endroits au Soudan, mais c'est ici, dans le nord Darfour, donc à Taouila, à quelques kilomètres de la ligne de front et de El Fasher, la seule ville qui n'est pas tombée aux mains des forces rapides, des forces paramilitaires, la seule ville du Darfour qui n'est pas tombée sous leur joug. Il y a une première vague de déplacés qui ont fui Zamzam d'abord et puis maintenant El Fasher. À peu près 500 000 personnes en quelques mois, donc un flot ininterrompu de personnes qui sont arrivées après toutes les violences qu'on peut imaginer, avoir fui la faim à El Fasher, puisque c'est la famine, pour essayer de trouver de l'aide ici à Taouila, dans une ville qui avait déjà plusieurs centaines de milliers de déplacés par cette guerre qui n'en finit pas.
Et ce qu'ils ont trouvé, c'est des champs et rien du tout. Ils avaient rien eux-mêmes, ils avaient été pillés sur la route. Et ils ont trouvé quelques bouées de secours, je dirais, jetées par les ONG. Avec nos moyens, on a essayé de répondre à leurs besoins, de l'eau, un abri, de la nourriture, qui sont les nôtres, celles des ONG. Avec l'absence des Nations Unies, nous avons malheureusement trop peu de moyens pour lutter contre ce qui devait arriver, c'est-à-dire une épidémie de choléra, des conditions d'habitation qui sont plus que précaires, les gens n'ont rien, des conditions d'hygiène qui sont plus que précaires, les gens n'ont pas de latrine, et de l'eau qui manque, malgré la mobilisation des ONG ici. On couvre à peine 30% des besoins, donc vous imaginez vivre dans un habit très précaire, avec au mieux une bâche, pas de savon, 1 litre d'eau pour survivre dans cette chaleur, et pas de latrine, donc c'est ce qu'on appelle de la défécation à l'air libre, donc des mouches partout, des conditions d'hygiène terribles, et donc les maladies hydriques, dont malheureusement le choléra, donc 4000 cas, vous l'avez dit, en à peine 1 mois et demi, plus de 75 morts, malgré la mobilisation des équipes de Médecins sans frontières qui soignent les gens, malgré la mobilisation des équipes de Solidarité internationale qui désinfectent partout où elles le peuvent, c'est du 7/7, du H24, où on va avec du chlore enlever les traces de choléra, mais malheureusement il manque de tout.